Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la symbolique associée au coronavirus. Alors je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire, elle souhaite vous amener à porter un regard différent sur les événements que nous avons vécus ces derniers temps, une sorte de sémiotique de l'événement. Et cette fois-ci, l'idée, c'est de vous amener un petit peu dans le laboratoire, la manière dont on procède justement quand on souhaite analyser ce type d'événement d'un point de vue sémiotique. Alors, j'aime beaucoup une approche qu'a développée Jacques Lacan, que vous connaissez sans doute parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui s'appelle le nœud borroméen. Alors, le nœud borroméen est construit de 3 dimensions différentes, le réel, l'imaginaire et le symbolique. Et ce que j'aimerais vous proposer, eh bien, c'est de revisiter justement cette thématique du coronavirus en explorant justement eh bien, ces 3 dimensions qui en définitive sont tout à fait complémentaires et nécessaires pour bien comprendre la réalité des événements. Alors je vais d'abord commencer par le niveau réel. Alors le niveau du réel, vous savez, Jacques Lacan disait le réel, c'est quand on se cogne dedans. Donc vraisemblablement, on va trouver dans cette sphère-là, eh bien, tous les diagnostics posés, toutes les procédures, tous les protocoles que l'on met en place justement pour faire en sorte que ce réel, il ne fasse pas trop mal. Donc ce sont également tous les indicateurs, les démonstrations, hein, le plus souvent chiffrées, hein, les échelles, les statistiques. Et alors ça, on en a été complètement abreuvé, voire inondé, hein, et ce pas depuis uniquement quelques semaines, mais bien depuis début janvier. Hein. Il suffit d'allumer votre télévision pour en être tout à fait conscient. Alors moi personnellement, je vis télévision éteinte depuis ces semaines-là parce que l'aspect anxiogène a été démontré et puis parce que justement, je vais vous le démontrer ici, les médias ne se focalisent que sur une seule dimension de la réalité et c'est justement cette dimension réelle, purement factuelle. Alors effectivement, quand on est du côté du réel, on est du côté, nous rappelle notamment Odilon Kaba, qui est un autre sémiologue assez extraordinaire, il nous rappelle que justement, peut-être le réel est du côté de ce qu'on appelle la diabole. Dia, vous retrouvez le préfixe dia, qui veut dire ce qui divise, hein, ce qui sépare. Alors dans ce monde-là, qui est le monde du réel, les valeurs sont hiérarchisées et la hiérarchisation est plutôt verticale. On est davantage sur le registre de la confrontation. Ce qui est à l'extérieur de nous est considéré comme étant hostile. Donc on voit bien comment on baigne aussi davantage dans cet univers-là. Alors je vais vous montrer qu'il y a peut-être d'autres manières d'envisager et de percevoir les choses. Alors justement, si on va à cet autre univers qui est celui davantage lié à l'imaginaire, eh bien qu'est-ce qu'on trouve dans ce monde-là imaginaire? On trouve nos projections, nos fantasmes, c'est toutes les histoires qu'on peut se raconter, mais c'est aussi tous les récits traumatiques hein, qui nous habitent à la fois d'un point de vue individuel, mais aussi, bien sûr, d'un point de vue collectif. Alors, on va dire que c'est le monde du récit, de ce qui fait du lien, hein, ce qui met les relations entre les éléments. C'est la métaphore aussi, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la métaphore, sinon partir du connu, partir d'un paradigme connu pour aller vers un paradigme inconnu. À ce moment-là, on n'est plus dans la diabole hein, qui divise, on est plutôt dans la parabole, c'est-à-dire ce qui met côte à côte. Ce qui est pertinent, c'est de se rendre compte ici que quand on fait de mauvaises projections, quand on associe les mauvais imaginaires, eh bien c'est aussi la voie royale, si j'ose dire, pour les biais cognitifs. Je vous mets la vidéo d'Olivier Sibeoni en barre d'infos. Elle est très intéressante parce que justement, il nous précise que une de nos erreurs au début a sans doute été d'aller vers la métaphore de la grippe pour mettre du connu sur de l'inconnu, c'est-à-dire pour comprendre et essayer de mettre du sens sur ce qui nous arrivait. Sauf que cela nous a empêchés de réagir vraisemblablement, parce que quand on dit grippe, on pense à grippe saisonnière, autrement dit, on pense à quelque chose qui n'est pas vraiment fatal.
hormis à faire référence à une histoire et un passé traumatique qui est celui de la grippe espagnole, en effet. Mais on pourrait vraiment s'interroger si le terme grippe est le plus adéquat, même si, d'un point de vue symbolique, c'est le troisième monde que l'on va voir ensuite, mais même si, d'un point de vue symbolique, le terme grippe vient d'un anglicisme et un grip qui veut dire ce qui empoigne, ce qui saisit fortement. Ben c'est sûr que dans cette période-là, on a été plus que saisi, c'est certain. Donc d'un point de vue symbolique, ça correspond, mais d'un point de vue de la métaphore, d'un point de vue de l'analogie, c'était plutôt hasardeux puisque ça se rapproche davantage d'une pneumonie, voire voilà, il y a un emballement du système immunitaire, ce qui n'est pas le cas dans une grippe. Donc vraisemblablement cette métaphore nous a empêché de prendre les bonnes décisions. Ce qui est intéressant aussi dans ce monde de l'imaginaire, c'est que la hiérarchisation n'est plus verticale, mais est horizontale. Alors autant le risque dans le premier monde, dans ce premier univers réel, eh bien c'est ce déni presque du réel, c'est-à-dire de n'être focusé, de n'observer, d'être surexposé à un seul type d'information. Eh bien, dans ce monde-ci, qui est le monde de l'imaginaire, le risque, c'est la confusion, c'est quand tout équivaut à tout. Eh bien, c'est difficile d'y mettre de l'ordre et d'y mettre de la signification. On est plutôt dans le registre de la cohabitation, l'extérieur est bienveillant. Dans la construction du discours politique, même, Emmanuel Macron a transféré comme ça. Au début, on était dans la métaphore guerrière, donc une vraie vision hostile de l'extérieur, hein. L'ennemi est invisible, et il nous donnait des chiffres, il faisait référence aux experts, aux médecins, donc là on était vraiment dans ce monde réel, et bien comment petit à petit, notamment dans sa dernière prise de parole publique, il a glissé vers ce monde imaginaire en sollicitant justement notre imaginaire du Caire et en n'étant plus dans une hiérarchisation pyramidale et verticale, mais bien une hiérarchisation horizontale où finalement les derniers de cordée sont devenus les premiers de lignée. Donc on voit bien comment il est passé d'un monde à l'autre. Est-ce que c'était plus pertinent? Est-ce que c'était davantage convaincant? Je vous laisse juge de cette question-là. Le troisième monde qui m'intéresse, c'est le monde symbolique. Pour Jacques Lacan, ce monde-là est davantage lié aux mots, aux signifiants surtout. Alors, si vous voulez revoir la différence entre signifié et signifiant, je vous invite à revoir la vidéo sur la sémiologie. Je vous rappelle juste que le signifiant est la partie matérielle du signe. Et quand on est davantage dans cet univers symbolique-là, on s'intéresse à l'étymologie des mots, voire à la langue des oiseaux. Vous savez, cette langue qui était particulièrement parlée et évocatrice pour les alchimistes, ça leur permettait de garder leur technologie secrète. Alors dans cet univers-là, je fais beaucoup référence à une personne que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup, qui est Luc Biget. Donc je vous mets également en barre d'infos le lien vers sa conférence, où il fait une conférence voilà, de 2 heures sur la symbolique du coronavirus. Moi, je pourrais pas tout aborder ici, dans cette capsule. Mais voilà, si vous avez le temps, franchement, ça vaut le détour. Et Luc Biget nous rappelle que l'origine même symbolique de la maladie est porteuse de sens, a une signification. Par exemple, le tétanos, l'origine du tétanos, c'est le cheval. Et le cheval, c'est l'élan vital. L'origine de la tuberculose, c'est le bœuf. Le bœuf représente la vache sacrée. L'origine de la grippe, notamment la grippe H1N1, c'est le poulet. Mais le poulet, c'est un oiseau dont l'envol est grippé, justement, dans l'envol qui ne peut pas s'envoler. C'est intéressant de voir que pour le coronavirus, l'origine est la chauve-souris. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, celle-ci ? Je vais pas encore une fois tout détailler, mais c'est intéressant de voir comment cet animal est à la fois l'enjeu de fantasmes très forts, c'est Dracula, c'est les vampires. En tous les cas, c'est un animal nocturne qui vit tête en bas et qui vraisemblablement voilà, vient revisiter et a trait à nos névroses. Voilà, il vient réinvestir, réinterroger notre rapport à la névrose. Alors, quand on regarde le terme coronavirus, eh bien, déjà le terme virus, virus,
on pourrait presque le voir comme ruse de la vie, hein, nous dit Luc Biget. Et le terme corona renvoie à cette idée de la couronne. Alors, de manière analogique, le virus, effectivement, montre des couronnes à sa surface. C'est pour ça qu'il a ce nom-là. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que, d'un point de vue plus symbolique, le terme corona est lié aussi aux coronaires. Et les coronaires, c'est cet endroit particulier du corps, j'allais dire cet espace sacré, qui est le cœur. Hein. Les coronaires, elles sont liées à ce système vital du cœur. Alors, peut-être que cet épisode que nous vivons vient nous rappeler que la couronne ne se place peut-être pas sur la tête, mais se place sur le cœur. Et vraisemblablement, cet épisode-là vient réinterroger aussi notre rapport à la générosité. Qu'est-ce que c'est qu'avoir du cœur ? Vraisemblablement, c'est aussi avoir du courage. Un cœur et courage ont exactement la même étymologie. Avoir du cœur, avoir du courage, c'est faire preuve d'une certaine force d'âme, c'est être porteur de certaines vertus morales. Alors peut-être je vous laisse libre de faire les interprétations qui vous plaisent. Peut-être que cette période-là que nous vivons vient aussi réinterroger quelque part la place du cœur hein, dans nos sociétés. Je parlais du Caire tout à l'heure. Vraisemblablement, il y a un fil rouge hein, qui est un fil pas que analogique, pas que métaphorique, mais qui est aussi symbolique sur cette question-là. Et puis la couronne, bien sûr, qui porte la couronne, c'est le roi. Hein. On parle de quelque chose qui a trait à la souveraineté. Peut-être que cet épisode vient aussi réinterroger la souveraineté telle qu'elle s'exprime. Alors, j'allais dire presque d'un point de vue mondial. C'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est une lecture symbolique qui fonctionne. J'ai également envie de vous parler de cette question du masque. Le masque, vous le savez, alors Alain Rey, dans son dictionnaire étymologique, nous le rappelle, le masque renvoie à maskera, qui est le faux visage. Hein. Il y a des consonances arabes aussi que vous retrouvez dans ce mot-là, liées à maska, et maska renvoie à l'idée du noir, à ce qui agit de manière maléfique, la sorcellerie. Mascara, c'est ce qui transforme aussi, c'est ce qui métamorphose. Alors, comment est-ce que vous allez vous métamorphoser face à cet épisode de coronavirus que nous vivons ? Je trouve que la notion de masque aussi à porter, elle est intéressante parce que on est en 2020. 2020, c'est une année miroir. Qui dit miroir dit quelque chose qui renvoie au soi et qui renvoie au moi. Le masque, il est lié à ce qu'on appelle aussi la persona, vous savez, à cette époque antique où on portait des masques de théâtre et que chaque masque de théâtre renvoyait à un type de personnage particulier. J'ai presque envie de vous poser la question, quel est le personnage que vous allez incarner quand vous allez mettre ce masque ? Qu'est-ce que vous allez représenter en sortant masqué ? Quel personnage serez-vous ? Paradoxalement, peut-être que l'occasion qui nous est donnée de porter un masque joue également comme un révélateur, c'est-à-dire qu'en définitive, on joue de manière masquée en permanence dans nos relations sociales. Hein. Le sociologue Erving Goffman parlait de ménagement des faces. Il parlait de faces. Bon, face, persona, masque. Peut-être que c'est l'occasion pour nous de réaliser qu'il y a quelque chose derrière ce masque-là. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque-là ? On peut dire que le confinement est la période adéquate liée à l'intériorité et qui nous invite à réinterroger ce qui se passe justement en dessous de ce masque-là. Donc paradoxalement, mais c'est le propre du symbole, il est à la fois ce qui vient cacher, ce qui vient mettre en scène, quel personnage serez-vous, et en même temps ce qui vient révéler le fait qu'en dessous du masque, il y a bien quelque chose. Et quel est ce quelque chose-là ? Alors, vous avez sans doute toute votre vie pour le découvrir, mais c'est intéressant. D'ailleurs, l'identification masque de protection devient presque un pléonasme. Alors, sur la thématique de la distanciation sociale et la sémantique, le vocabulaire associé, je vous renvoie un lien également en barre d'infos où j'aborde davantage cette question-là. Comment
le terme distinction sociale, pardon, d'ailleurs, je parle de distinction sociale et vous voyez qu'en fait, c'est distanciation sociale. Comment, voilà, ce lapsus est révélateur et en fait, je parle de ça dans mon article. Comment, dans distanciation, on peut entendre distinction et comment ça peut venir poser problème, justement, et comment la dimension sociale n'est pas tout à fait juste, car il faudrait plutôt parler de distanciation physique. Vous voyez bien qu'on est plein de socialité en ce moment, donc c'est pas cette question-là. Mais encore une fois, je crois que cette notion de distanciation, qui est une pure traduction de l'américain, pose problème en français, parce qu'en français on a cette histoire de la distinction, et la distinction sociale, c'est autre chose encore. Hein. Voilà. J'ai développé ces trois dimensions. Sans doute que la vérité, si elle existe, ou la réalité en tous les cas, se situe à la rencontre de ces trois mondes, le réel, l'imaginaire, le symbolique. Et en tous les cas, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette exploration sémiologique avec vous. Si vous aimez ces capsules, n'hésitez pas à vous abonner, à relayer. Voilà, vous savez que ça flatte l'algorithme de YouTube. Et donc voilà, ça permet de partager aussi ce contenu-là, parce que vous l'avez compris, la lecture symbolique, bah malheureusement, c'est pas celle-ci qu'on vous donne tous les jours, ni même sur les écrans de télévision. Donc voilà, c'est aussi une connaissance à partager. Je vous dis à très bientôt. Merci.